Reine une longue cimée pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les 21 et 22 mars dernier, le campus de l'Unicity à Pierrefonds accueillait les échanges interculturels organisés par l'Open University de l'île Maurice. Présidé par Jean-Marie Leclésio, prix Nobel de littérature 2008, ces échanges interculturels ont vu la participation d'intervenants de plusieurs pays, dont les USA, du Mississippi, de la France, Normandie et Villeurbanne, de la Réunion, de la Chine et de l'île Maurice. Tipa Tipa est heureux ce soir de vous offrir des extraits de ces présentations avec Jean-Marie Leclésio pour commencer ce programme. Nous aurons également le professeur Issa Askarali, le docteur Sucon, qui est le directeur de l'Open University, et d'autres intervenants. Bonjour, c'est un plaisir d'être à Open University, un honneur, et pour moi aussi quelque chose de très important, parce que je crois que c'est à l'île Maurice qu'est né l'interculturel. Dans son histoire, dans son passé, l'interculturel a pris naissance quelquefois dans la douleur et aussi quelquefois dans l'amour que les communautés peuvent se porter les unes aux autres par la bonne entente qu'elles ont démontrée. Et je crois que ce sont ces valeurs de partage et d'harmonie qu'il faut savoir enseigner aux enfants et aux adolescents et à tous ceux, à toutes celles qui suivent un cursus universitaire, de façon à ce que l'île Maurice devienne le paradis qu'elle devrait être, c'est-à-dire l'endroit où les communautés s'entendent et vivent en harmonie, dans un endroit où elles peuvent coopérer à la paix dans le monde. Il ne faut jamais oublier que Maurice est un des signataires du traité de dénucléarisation de l'océan Indien. Donc c'est très important de dire à la jeunesse, aux enfants, aux adolescents et aux adultes aussi, et aux professeurs, qu'il faut cultiver la paix, que la paix c'est une fleur fragile et difficile à maintenir en vie, surtout dans notre époque, qui est une époque de violence. Donc Maurice est un exemple extraordinaire, et je compte beaucoup sur Open University pour divulguer ce message de paix et d'harmonie qui permettra à l'humanité de vivre de façon agréable, enfin. La pensée critique, c'est un des éléments de l'interculturel. Il faut développer la pensée critique, même de la maternelle à l'éducation supérieure. L'enfant doit se poser la question, pourquoi, comment ça ? Pas simplement. Donc il faut développer ça, cette pensée critique. Je prends un des éléments seulement. Et donc on peut prendre, par exemple, un autre, c'est l'identité. L'identité, c'est la somme de nos appartenances. Donc, il faut dire aux élèves, chacun a ses appartenances. Ça ne coïncide pas, même deux jumeaux n'ont pas la même identité. Donc, chacun, il faut donc cultiver. Ces appartenances doivent s'épanouir. Et puis, l'identité est dynamique. Ce n'est pas figé. Donc, ces idées-là, ça doit entrer à l'école. L'école, ça ne peut pas être simplement, on y va pour les diplômes, pour trouver un travail. Il y a ça aussi avant tout, bien sûr. On y va pour avoir une formation, pour trouver un emploi, toujours. Mais il y a aussi l'autre dimension. L'école, donc, c'est, comme je dis, c'est pas un endroit où on va et puis on repart, on passe beaucoup de temps à l'école. Dans la vie de quelqu'un, il passe beaucoup de temps en 24 heures. Donc, c'est un espace donc, de rencontre et de vie. On vit à l'école. Espace de rencontre aussi, on rencontre d'autres. Et puis des gens qui sont différents de nous. Enfin, ce qu'on dit différent, c'est on est tous les mêmes. Nous sommes des êtres humains. Donc il y a cette unité déjà. Comme j'ai dit, l'unité, c'est tout le monde. Mais il y a aussi la diversité.
C'est-à-dire que l'unité au départ, tout le monde, nous sommes des êtres humains, etc. Le sang, c'est de la même couleur, là, mais simplement, donc il faut insister sur cette unité, là, et puis évidemment, ne pas perdre de vue la diversité qui est fondamentale. Il ne faudrait pas avoir des élèves, donc c'est assez, c'est-à-dire uniforme, on va dire. Chacun, donc, sa personnalité, donc c'est son identité, comme je dis, hein. Et l'identité, donc, est individuelle. Il ne faut pas parler de familial. Ça, c'est l'appartenance à une famille. Comme si la somme de nos appartenances, c'est ça qui fait l'identité. Et lorsqu'une identité écrase les autres, c'est ça, ça devient une identité meurtrière. Comme s'il n'y a que ça. Non, on n'est pas que ça. Donc, voilà, donc il est important. Et donc, pour qu'on introduise à l'école, évidemment, il faut passer, donc il faut qu'il y ait une politique. Cela. C'est-à-dire que tout ça, tout ça, c'est assez... il faut réaliser tout ça. Ça ne signifie pas que tout est terminé. Donc, c'est un combat qui continue. Et on est un peu, comme j'ai dit, on n'est qu'au début de cela. Donc, il y a un peu un long chemin à faire. Voilà. Tout d'abord, je dois remercier les experts qui sont là, surtout Jean-Marie Leclésio, le prix Nobel. On a discuté sur l'interculturel. Je pense que c'est très important de savoir que l'interculturel, il faut le faire durable et on doit passer par l'éducation, l'enseignement à tous les niveaux. Je crois que là, il faut amener les enfants, les étudiants, même les adultes, à travailler ensemble sur les projets et surtout les projets qui sont près de... qui montrent notre culture. Alors, je pense que là, allons dire, célébrer les fêtes nationales ensemble, déjà, la préparation et ainsi que la dissémination. Il y en a plusieurs, c'est-à-dire déjà que les différentes sociétés ont des différentes définitions de l'interculturel. Et déjà, la tolérance, on parle beaucoup de la tolérance. Et aussi, comment est-ce qu'on peut avoir le vivre ensemble? C'est-à-dire que là, on a les gens de plusieurs ethnies qui vivent ensemble. L'île Maurice est déjà un exemple pour le monde où on a les gens qui vivent ensemble. Alors, ce qui est important maintenant, c'est de s'assurer, nous tous, citoyens de Maurice, que ce vivre ensemble qu'on est en train de montrer au monde, ça reste pérenne, ça reste là pour tout le temps. Mon propos aujourd'hui va porter sur l'interculturel, mais plutôt dans une perspective historique, plus précisément entre l'hindouisme et le catholicisme, puisque c'est aussi le sujet de la thèse que j'ai soutenue en 2018 et qui s'intitule « Catholicisme et hindouisme populaire au XIXe siècle ». À La Réunion, du milieu du XIXe siècle au XXe siècle. Alors ma question de départ, et je sais que la question religieuse interpelle beaucoup les Mauriciens également, puisqu'il y a eu plusieurs interventions qui ont suscité des débats, donc je suis ravie de pouvoir participer. Ma question de départ, en fait, avait commencé simplement par un questionnement sur une thématique qui soulevait souvent des polémiques, c'est pourquoi est-ce que les descendants d'engagés indiens arrivés au XIXe siècle à La Réunion étaient-ils à la fois catholiques, ils fréquentaient les bancs de l'église tout en pratiquant, je mets toujours hindouisme entre guillemets, hein, vous allez comprendre pourquoi, tout en pratiquant l'hindouisme au XXe siècle. Alors, le corollaire de cette question, c'était est-ce qu'ils ont été, comme on l'avait sous-entendu dans les années 1980, convertis de force par des missionnaires qui seraient arrivés et qui les auraient forcés à pratiquer le catholicisme. Et donc, on dit qu'après, ils ont exercé de façon cachée leur religion. Et donc, j'ai voulu explorer cette question. Et aussi, le corollaire, si la réponse est non, eh bien, comment expliquer cette situation ? Alors la petite image, vous voyez notamment quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on a une population d'origine indienne devant l'église de Saint-Leu.
notamment dans l'église de Saint-Leu, dans laquelle se déroule souvent un pèlerinage très très connu en raison de l'épidémie de choléra qui s'était déclarée en 1859 et qui avait débuté donc dans toute l'île, qui s'est répandue. Et donc, bon, je pourrais vous en parler, mais j'ai publié un livre sur ce sujet. Et donc, ça a donné lieu à une sorte de miracle suite à un fait divers qui s'est déroulé. Et donc, à partir de là, l'église a été très fréquentée par les pèlerins d'origine indienne, dans la mesure où ils avaient vécu eux-mêmes la même chose sur leur territoire d'origine, le choléra étant presque le berceau du choléra au XIXe siècle, c'était l'Inde. Cette complexité, je l'ai retrouvée, en fait, en faisant des recherches pour essayer de comprendre cette situation, dans les rituels des immigrants indiens, mais de l'époque de leur migration, ce qui était assez difficile. Alors qu'ils étaient présentés au XXe siècle, comme je dis entre guillemets, hindous, il s'est avéré en fait que la majorité de ces classes sociales humbles n'avaient pas d'obédience particulière, mais qu'ils avaient plutôt adopté une sorte de d'ensemble de pratiques hétéroclites, ce qu'on appelle un hindouisme populaire. Au XIXe siècle, il était très fréquent pour la population très très humble de se rendre sur la tombe des saints en Inde, qu'ils soient musulmans, hindous ou catholiques. On se rendait autour d'un prêtre qui était décédé, par exemple, en se disant celui-ci, il est mort, il devient un peu sacré, on va aller le prier. Il convient donc de se remettre dans le contexte du XIXe siècle pour comprendre que c'était essentiellement une période d'épidémie, de guerre, d'incertitude, et que la foi servait essentiellement à faire face aux maux de la vie plutôt qu'à se préparer à la mort. Et donc, durant cette période coloniale, on va dire que cette classification entre hindous et musulmans catholiques, qui a pris une dimension toute administrative par le colonisateur anglais, qui était soucieux de classer ces peuples, afin de leur attribuer, par exemple, des postes administratifs dans l'Inde coloniale, mais aussi certainement pour mieux maîtriser ce qui se passait au niveau de la population et peut-être de diviser. Alors, sur cette diapositive, vous voyez, par exemple, le drapeau qui se trouve toujours dans certains temples à La Réunion, dans les milieux ruraux, qui est dédié à Nargoulan. Et si on étudie donc l'histoire de ce rite, certains d'entre vous le savent, j'imagine, que en fait, ce saint a bénéficié de largesse de la part des rois du sud de l'Inde, de 2 rois successifs, dont un roi de Thanjavour, qu'il avait guéri par ses techniques de guérison, et pour le remercier, ce roi hindou lui avait attribué donc de quoi construire ses édifices. Et à partir de là, depuis le XVIIIe siècle, toutes les populations se rendaient indifféremment. Il n'y avait pas de classification du tout, comme on le voit. Au fil des siècles, toute cette diversité de pratiques n'a pas été forcément restituée dans les discours officiels du monde contemporain. Au final, ces échanges vont éclairer en partie ma problématique de départ, à savoir cette pratique du catholicisme et de l'hindouisme. On voit qu'en fait, elle puise ses racines beaucoup plus loin dans le temps et qu'il s'agit avant tout d'un système d'échange entre les populations, entre les cultures. Et donc je dirais qu'en fait, qu'il s'agisse du catholicisme, de l'hindouisme et sans doute d'autres religions, la tendance, parce qu'on devait aussi parler des obstacles, et malheureusement qu'on essaie toujours d'effacer tous les rituels qui sont présentés comme hybrides ou qui sont supposés venir de l'autre, parce qu'on est toujours à la recherche d'une pureté qui est bien vaine, en fait, d'un absolu qui est vain, et qui est pourtant, on voit que ces rites, ces pratiques sont forgés par le croisement des êtres humains, qui est beaucoup plus éloignée d'une vision classificatrice, normative, et au final réductrice des identités, ce qui demeure source de conflits dans le monde, comme l'a très bien relevé Amartya Sen. En conclusion, forte de ces recherches, je dirais que l'interculturel sous l'angle des échanges
mélange historique des religions est selon moi un angle tout à fait pertinent et intéressant à développer pour promouvoir l'interculturel et donc la cohésion dans un monde en bouleversement perpétuel, et qu'il s'agit bien d'une exploration de la dimension culturelle et non cultuelle des religions que l'on fait ressortir dans une perspective historique. Voilà, je vous remercie. Mon propos portera sur l'interculturel au service de la paix, approche internationale du dialogue interculturel. Le dialogue interculturel, qui est une démarche d'ouverture, nous le savons, offre un nouveau paradigme puisque apparaît enfin le fait de dire qu'il est normal de ne pas se comprendre. Bien évidemment, des discours religieux, philosophiques diront « aimons-nous les uns les autres », mais faut-il apprendre à s'aimer les uns les autres ? Et quelque part, il y a beaucoup plus de choses qui nous séparent, puisque nous sommes que diversité. Comment intégrer la diversité, ce paradigme fondamental à la vie, dans la relation humaine, individuelle, collective? Finalement, eh bien oui, il est normal de ne pas se comprendre. Comment aller au-delà? Eh bien, quelque part, je l'ai énuméré là, de manière succincte, ça va demander des efforts des deux parties. Et avant de mettre la relation comme obligatoire, vous avez dans le cours d'école deux publics, deux classes sociales, des locaux, des migrants qui arrivent, et on va leur dire allez jouer ensemble. Mais c'est pas évident de jouer ensemble. La langue, la culture, le phénotype, tout les sépare. Eh bien, c'est d'abord un travail sur soi. C'est ça l'interculturalité, cette introspection de savoir qui suis-je avant, quels sont mes cadres de référence, mes valeurs, mon éducation, ma culture, et quelle est celle de l'autre. Finalement, chercher à développer le soi pour mieux l'échanger et partir d'une base construite sur une valorisation de l'être. C'est un peu ce qu'on fait lorsqu'on fait un CV, mais on peut le faire dans les petites classes avec les ados, les adultes. Qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Qui suis-je? J'ai des savoirs, des savoir-faire. Je sais faire le caribichic, le gâteau banane que m'a appris ma grand-mère. Et oui, je sais cuisiner avec une tradition culturelle intergénérationnelle. Mais c'est ces petites choses qui construisent l'identité qu'on va pouvoir échanger d'une manière simple, sans prétention. La relation, l'échange devrait suivre si A et B font le même effort. Ce dialogue interculturel repose sur ces principes-là, mais finalement c'est une ouverture à la diversité. Ils se traduisent par le principe éducatif, éducation interculturelle évidemment, à partir des années 80, l'éducation bilingue, le bilinguisme, l'éducation à la citoyenneté dans les contextes politiques, l'éducation aux valeurs. Et là, en 2017-2015, on a créé le Cervois entre Réunion et Maurice, l'université de la Réunion, l'université, le MAI. On a travaillé sur les valeurs. Quel est ce dialogue ? Au sein des États, entre États et au-delà des États. Aujourd'hui, il y a quelques fragilités, frustration générale au regard des premiers résultats superficiels, des conférences, oui, mais après. Donc on a besoin de travailler les environnements, les types d'interventions nécessaires à ce dialogue interculturel. La formation, la recherche, les chercheurs, mais aussi les instances internationales doivent vraiment se lier pour vivre et faire ensemble ce propos, cette vraie valeur de paix finalement, pour éviter que les fissures de notre monde s'élargissent, pour colmater, mettre du ciment, mettre finalement plus de douceur et in fine, j'oserais dire pour terminer, mettre beaucoup d'amour. Voilà, merci beaucoup. Originaire d'un pays qui a construit une histoire singulière de mixité culturelle, tantôt source de fierté, tantôt facteur de division, j'ai fait le choix de migrer vers la France à 19 ans. Me sentant dans un premier temps ni tout à fait française, ni tout à fait étrangère, j'ai appris à penser, à explorer ces vécus et à travailler en cette situation, celle de l'inter, à la fois de façon personnelle, théorique et clinique. Mon expérience d'immigrée mauricienne, naturalisée française, y contribue particulièrement. Le Noir Lumière de Soulages m'a inspiré le personnage de Lucile et son histoire, son drôle de gribouillis. Il arrive souvent que des liens se tissent entre ces deux histoires-là. Lucile, c'est une rêveuse. Petite, elle voulait être apprivoiseuse de papillons. Comment des espaces de rencontre, appréhendés avec crainte ou curiosité, se transforment pour chacun en des lieux d'exploration à deux ou en groupe, d'une façon d'être en contact lorsque l'on tend à ne se fermer à rien.
Le pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott emploie le terme d'expérience culturelle en y voyant une extension de l'idée des phénomènes transitionnels de la toute petite enfance et du jeu. Les espaces intermédiaires d'expérience interculturelle sont des aires de coélaboration qui permettent de faire l'expérience d'une perception créative de la vie. Cela peut prendre forme à travers des rencontres individuelles ou des groupes de parole animés par des personnes qui ont développé cette écoute complexe ou plurielle. Il ne s'agit pas là de transmettre des modèles de bonnes pratiques à reproduire, mais de créer par l'écoute et la parole une situation de coétayage où il y aurait suffisamment de jeu, de prise de distance et d'articulation pour développer la capacité de chacun de penser et d'inventer avec d'autres sa façon d'être au monde. Je conclurai avec cet extrait de Loin de Garbeau, conte musical écrit par Sigrid Baffer. Alors il chante en russe, en mandarin, en tamazight ou en italien, mais toujours ensemble. Certains chantent comme des casseroles, qu'importe. Dans la tempête des émotions, tout sert de percussion. Une marmite, un pot de chambre, des cuillères, un vieil oignon. Ils chantent la faim, la soif et la galère, et même au creux de la vague, ils se bercent d'espoir. Merci. Comment je suis arrivé, moi, au dialogue interreligieux? Je vous dis franchement, j'étais un prêtre catholique. Pendant 25 ans, je me suis occupé de construire des églises, de développer des projets d'église. Et je crois que j'ai passé 25 ans à Port-Louis. Je n'étais jamais rentré dans une mosquée ou un temple hindou. J'étais totalement pris par mon travail d'église. Et voilà qu'en 1995, le président Kassamoutim vient d'être nommé président de la République. Et il me téléphone pour me dire qu'il veut s'entourer d'un mot un peu prétentieux, un conseil des sages. Il veut prendre des différents hommes religieux qui ont contact avec la population pour l'aider à sentir le pouls, battre le cœur de son peuple à travers justement toutes les institutions religieuses où il y a beaucoup de personnes qui se rendent. Donc il voulait savoir un peu qu'est-ce que le pays pensait, le domaine de la famille, des jeunes. Alors c'est comme ça que le président Kassamoutim commence un conseil qui ne s'appelait pas interreligieux à l'époque, mais où il y avait des représentants de toutes les grandes religions à Maurice. Je voulais parler de l'exclusivisme. Alors, je suis croyant d'une religion, je considère ma religion comme étant la seule vraie. Alors, premier danger, l'exclusivisme. Deuxième danger, l'inclusivisme. Je ne rejette rien de la vérité des autres religions. Aucune vérité n'est contradictoire à la mienne. Rien n'est rejeté. Alors, l'interprétation, c'est découvrir que la religion de mon voisin n'est pas seulement un défi, mais qu'elle peut enrichir la mienne. Il y a aussi le parallélisme. Je ne rejette pas la vérité religieuse de l'autre, mais comme je ne peux l'intégrer complètement à ma tradition, une autre alternative s'offre à moi. Donc, je dis, il y a ces quatre idées, exclusivisme, inclusivisme, interprétation et parallélisme. Alors, je vais terminer par trois métaphores. La métaphore de la montagne. Maintenant, une analogie très connue aussi, c'est l'arc-en-ciel. Alors, les différentes traditions religieuses sont comparables au nombre pratiquement infini de couleurs qui apparaissent aussitôt que la lumière divine tombe dans le prisme de l'expérience humaine. Alors, le modèle anthropologique, c'est l'analogie du langage. Alors, vous savez, le langage. Alors, on ne peut pas dire qu'un langage est plus parfait qu'un autre. Et notre grand rêve, c'est de commencer des cellules interreligieuses dans les villages, dans les quartiers. Et ce serait intéressant pour les différentes religions qui cohabitent dans un village. C'est semer une graine, mettre l'arbre à palabre au cœur d'un village, d'un quartier. Le mot de la fin revient à Jean-Marie Leclésio. Un message d'espoir pour nos îles qui, après avoir connu tant de souffrances, cultivent aujourd'hui un sentiment, une graine fragile,
la générosité que nous devrions faire croître, protéger, afin que nous puissions toujours vivre en paix et partager cette interculturalité. Merci de votre attention. À dimanche prochain pour un autre Tipa Tipa, ensemble, nous avancer. Les îles à sucre ont, en matière de métissage culturel, 100 ans d'avance sur les métropoles, parce qu'elles ont tout connu et tout reconnu avant elles. La traite, la mauvaise foi des planteurs opposés à son abolition, l'engagement et son cortège d'injustice, la puissance exorbitante des continents voleurs d'îles et constructeurs de camps de détention arbitraires, jusqu'à la crise économique née de l'abandon tactique des anciennes puissances coloniales. Dans un tel contexte, l'apprentissage de la vie commune des enfants mauriciens est un premier pas vers une meilleure compréhension des différences qui séparent les communautés. C'est aussi le premier pas vers une curiosité envers autrui. À Maurice, comme à La Réunion ou aux Antilles, on cultive durant l'enfance une graine précieuse et indispensable, qui est la générosité. Je veux parler de ce sentiment du cœur et non d'un calcul utilitaire. Ce sentiment est précieux parce qu'il est fragile. Peu de choses le flétrit et le rend vain. Il nous appartient à nous qui sommes adultes et qui connaissons les dangers de la ségrégation et de la discrimination, de faire croître cette plante fragile dans toute sa vigoureuse beauté. Il ne s'agit pas seulement de partager. Il faut une action concertée et soutenue avec l'aide des éducateurs et des politiques afin que s'ouvrent les portes pour les rencontres. Depuis plusieurs années déjà, la Fondation pour l'interculturel et la paix, créée par Issa et Sarojini Asgarali et par votre serviteur, œuvre pour réaliser l'espoir d'une île interculturelle où chaque communauté, riche d'un héritage, reçoit l'héritage d'une autre communauté et se transforme par cette rencontre. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pouvons avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pouvons avancer, nous faire confiance. Même si nous portons les bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pouvons avancer vers royaume bon Dieu.